Bonjour. 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 Monsieur le Président, Monsieur le Proviseur, chers professeurs et chers élèves, je vous souhaite, Monsieur le Président, vous accueillir au nom de Madame la Rectrice, Charline Avenel, et de Monsieur l'inspecteur d'académie, délégué directeur départemental de l'Éducation nationale, Monsieur Hervé Cosnard, dans l'Académie de Versailles, dans le département du Val d'Oise et dans l'établissement Paul-Émile Victor. Je vais être très brève parce que l'essentiel c'est de passer la parole aux élèves qui ont préparé votre venue. Vous allez le découvrir au travers des échanges que vous allez avoir avec donc, ces élèves et leurs professeurs, que le lycée d'Osny est un établissement où il fait bon étudier, vous ne me contredirez pas, hein, pas le moment, où les élèves sont actifs et les professeurs et les équipes tout entières engagées dans leur métier et, je le crois, prennent plaisir à enseigner. C'est un établissement qui est professionnel et général. Les élèves travaillent en bonne intelligence et sont tous mobilisés pour valoriser leur lycée et y réussir. Alors peut-être que cela vous rappellera ce moment, le temps pas si lointain, où vous enseigniez à Sciences Po. Mais à l'époque, vous arriviez toujours en retard et vous faisiez beaucoup de blagues. Mais voilà, donc je vois que c'est une fake news, en tout cas pour le retard. Et, alors, pas pour les blagues. Pas pour les blagues, on les attend. On les attend. À une époque où on reproche parfois à l'éducation nationale de transmettre des savoirs abstraits, abstrus, dépourvus de sens, où on est incité à aider les élèves à débattre, vous allez percevoir que non seulement les jeunes de Paul-Émile Victor sont formés pour obtenir leur bac, acquérir des connaissances de la culture, poursuivre des études, trouver leur voie dans la vie professionnelle, mais ils le sont également pour devenir des citoyens impliqués dans la société, locale, française, européenne, et voire au-delà, et bien décidés à y jouer un rôle actif. Ils sont investis dans la vie de leur lycée, voire leur ex-lycée, puisque nous avons, voilà, Laura qui est parmi nous, fidèle. Ils organisent leurs propres débats au sein du CVL, avec à leur côté des équipes engagées au quotidien pour favoriser leur réussite et leur autonomie. Un dernier mot pour dire qu'en plus des résultats aux examens, l'implication des élèves et des équipes dans le travail et la réussite scolaire, c'est cet engagement citoyen des lycéens qui contribue à la notoriété du lycée Paul-Émile Victor. C'est sa marque de fabrique et sa plus-value. On en a parlé il n'y a pas très longtemps dans la presse, hein, vous vous en souvenez certainement tous. Voilà. Donc, voilà. Et je remercie donc, et les équipes professionnelles, générales, et l'ensemble du personnel du lycée pour le travail qu'ils effectuent au quotidien pour former des lycéens et de futurs citoyens engagés, des acteurs porteurs des valeurs de la République. Voilà. Avant de vous les laisser découvrir, eh bien, je vous remercie de votre présence, Monsieur le Président, et vous souhaite la bienvenue dans tous les établissements du Val d'Oise. Très rapidement, Monsieur le Président, c'est un plaisir de vous accueillir, de vous souhaiter la bienvenue au lycée. Donc un petit lycée, je vous le disais, 650 élèves, un petit lycée dynamique. Je ne vais pas revenir sur tout ce qu'a dit Madame Tommy. Pour faire bref, il y a 2 ans, on vous avait déjà invité. C'était Laura, qui était notre ancienne vice-présidente, vous avez invité, et le jour même, 2 ans jour pour jour, on a reçu la réponse, 2 jours, jour pour jour plus tard, on vous réécrit. Cette fois-ci, ça a marché, on persévère, comme quoi on y arrive. Voilà. Et on a décidé, si vous en êtes d'accord, de leur laisser complètement la main. Alors les professeurs sont là en appui, hein, au cas où, mais voilà, ils se sont préparés, ils ont travaillé, on a répété. Donc ce sont 3 élèves du conseil de vie lycéenne et du club UNIPEV. On est le premier lycée à avoir un club UNICEF en partenariat sur la thématique du développement durable. Donc ils feront partie du club aussi. Donc 3 élèves de terminale, Nicolas qui est ici, Michael et Inde qui vont animer et qui vont passer la parole à tous les élèves qui ont des questions sur l'Europe et pas que, à vous poser. Un grand merci, Monsieur le Président, et je laisse tout de suite la parole à Inde. Monsieur le Président, en fin février, vous avez posté sur vos réseaux une annonce destinée à tous les jeunes. Vous vous êtes rendu déjà dans de nombreux établissements comme Nancy, Landemont, Dreux et Rennes. D'un autre côté, Elisa et Isabelle,
membres du conseil de vie lycéenne, vous ont écrit pendant les vacances de février. Et aujourd'hui, vous êtes ici, à Osny, avec nous, pour rencontrer des jeunes, pour rencontrer des futurs citoyens dans le but de parler d'Europe. De parler d'Europe dans le sens de répondre aux questions de la jeunesse par rapport à son rôle, son fonctionnement et ses enjeux, mais également pour nous faire partager votre expérience et votre parcours. C'est pourquoi nous sommes ici, 3 classes de lycéens de différents niveaux, seconde, première et terminale. Nous allons donc commencer par aborder les questions posées par nos élèves sur l'Europe. La première vient d'Elisa, ici présente. Je laisse la parole. Monsieur le Président, bonjour. Je m'appelle Elisa Girard, je suis une élève de seconde, membre du conseil de la vie lycéenne et du NIPEL. Voici ma question. Comment l'Union européenne agit sur l'éducation et est-ce le point de départ de votre politique de sensibilisation auprès des lycéens? Bien, d'abord, je voudrais remercier la représentante du rectorat que j'ai dû avoir comme élève il y a bien longtemps. Je voudrais aussi dire combien je suis heureux d'être parmi vous à l'initiative des élèves, avec un léger retard, 2 ans, c'est rien. Mais je tenais à respecter cet engagement. Il faut toujours tenir ses promesses et répondre à toutes vos questions de manière à ce que vous puissiez être éclairés, non pas sur des connaissances, elles vous sont transmises par vos enseignants, mais être éclairés sur une expérience, celle qui fut la mienne, monsieur le proviseur l'a rappelé, comme président de la République et comme acteur politique. Alors, première question, puisque je suis équipé en plus d'un micro, des caméras sont là, le lycée Paul-Émile Victor est quasiment une chaîne de télévision, c'est ce que j'ai compris, et rayonne sur la presse du département. Et la première question, est-ce que l'Union européenne a une compétence en matière d'éducation? La réponse est non. Il n'y a pas dans les traités qui ont fondé l'Union européenne, le traité de Rome dès le départ, puis ensuite les traités qui s'y sont ajoutés, de compétences qui auraient été transférées des États, donc des nations, la France, vers l'Union européenne. Ce qui a été mis en place, trop timidement, ce sont des programmes pour des échanges universitaires, ce qu'on appelle le programme Erasmus, qui permet donc ce programme à des étudiants d'aller travailler pendant plusieurs mois dans une université européenne en dehors de leur pays d'origine. Nous avons étendu, c'était durant mon quinquennat, cette possibilité de faire un programme Erasmus à des apprentis, à ceux qui étaient donc dans le secteur professionnel. Mais rien en matière de lycée, si ce n'est ce que peuvent engager librement des établissements en coopération avec d'autres en Europe. Il y a toujours au niveau des compétences de l'Union européenne une possibilité pour l'Europe d'agir en matière de recherche, donc de recherche et aussi d'université. Il y a des programmes de recherche qui sont financés par l'Union européenne. Alors vous allez me dire, c'est décevant. Oui, c'est décevant, parce qu'on aurait pu commencer par l'éducation, en considérant qu'il fallait donner un tronc commun de connaissances. Alors ce qu'a fait l'Europe, c'est qu'elle a posé des exigences de niveau. C'est-à-dire qu'il faut la licence, par exemple, après le bac, la licence doit respecter un certain nombre de critères partout en Europe. Pourquoi l'Europe a voulu fixer des critères? Parce qu'il y a la libre circulation en Europe. C'est-à-dire qu'un étudiant qui a une licence en France peut aller ensuite suivre des études dans un autre pays de l'Union européenne et avoir l'équivalence. Donc l'Europe a posé des règles d'équivalence, mais elle n'a pas posé des règles de financement, par exemple, de l'éducation ou de mobilité des lycéens. Ce pourrait être d'ailleurs une idée que vous pourriez porter, c'est de dire tout lycéen pourrait, avec son établissement, faire une semaine, un mois de vie dans un autre pays que le sien. C'est-à-dire, vous pourriez aller passer un mois en Estonie, en Lettonie, pays que vous ne connaissez pas et qui sont dans l'Union européenne. Mais on n'en est pas là, et donc c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas de possibilité pour les jeunes de découvrir l'Europe. Parce que comment être européen alors même que vous ne connaissez que très peu de pays en Europe? Il y a eu aussi une idée qui a été abandonnée très vite, qui était d'avoir une langue commune pour l'Union européenne. Alors il y a des gens qui ont travaillé, qui ont imaginé ce que pourrait être une langue qui s'inspirerait de toutes les langues pratiquées en Europe et serait un nouveau mode de communication. Donc c'était l'espéranto
mais personne ne parle l'espéranto. Ça a été vite abandonné. Donc tout le monde parle, hélas, l'anglais. Mal. Autre question? Ouais. Il paraît donc évident qu'il est important finalement de sensibiliser les citoyens à ces questions européennes, notamment au niveau de l'éducation. Et je vous prie notamment de refaire un petit tour dans l'histoire de cette construction européenne, de retourner finalement aux sources de cette entreprise titanesque. Il y a eu un point de départ, il y a eu un long chemin, il y a eu une arrivée qui est encore à construire. Nous en sommes aussi aujourd'hui. Et d'ailleurs, Clément a une question à ce sujet. Donc, bonjour, monsieur le Bonjour. Président. Donc, ma question, c'est depuis les débuts de l'aventure européenne, quels ont été, selon vous, les principaux apports de la construction de l'Union européenne? On va faire un tout petit peu d'histoire. En 1950-52, il y avait une Europe qui était en lambeaux, qui était détruite par la guerre, et dont l'industrie avait été écrasée par les bombes le plus souvent. Donc l'idée, tout au début de l'aventure, puisque c'est le mot que vous avez utilisé, c'était de créer une communauté entre quelques pays pour reconstituer ce qu'était l'industrie de l'époque, c'est-à-dire le charbon et l'acier. C'est ce qu'on appelait la CECA. Quelques pays sur ce qui paraissait l'enjeu essentiel du redressement. Puis ensuite, il y a eu une idée qui a été de dire, mais on pourrait, les quelques pays qui se sont déjà regroupés pour le charbon et l'acier, donc la France, l'Allemagne, le Benelux, nous pourrions avoir une même défense, une même armée. Alors là, grand débat, en France notamment, comment c'est possible de se réarmer avec les Allemands, à qui nous avons fait la guerre, ou plus exactement, à qui nous ont fait la guerre. Donc, cette idée a été rejetée. On arrive en 1957 et on fait le marché commun, 6 pays qui se regroupent non pas sur une idée d'éducation ou une idée de défense ou une idée politique, simplement sur le fait qu'il y aura un marché commun. Ça veut dire quoi un marché commun? Ça veut dire qu'il n'y a plus de droits de douane entre les pays concernés. Donc une marchandise peut circuler librement. Puis on améliore ce système, ça devient le marché unique. Alors là, à ce moment-là, on crée des droits de douane à l'extérieur, on se construit un véritable espace économique, on harmonise les politiques. Et puis arrive un événement considérable que vous n'avez pas connu de votre propre vie, mais qui surgit en 89-90, c'est l'effondrement du mur de Berlin et donc la disparition de l'Union soviétique au sens de cette domination sur l'Europe de l'Est. Donc qu'est-ce qu'on fait des pays qui étaient à l'Est et qui demandent à rejoindre l'Union européenne? C'est à ce moment-là qu'on décide, choix extrêmement difficile, d'accueillir ces pays et dans un processus d'élargissement qui prendra plusieurs années. Puis ensuite les pays baltes, là, tout à fait au nord, et ça devient l'Europe à 28. Aujourd'hui, on en reparlera, il y a un pays qui veut sortir, le Royaume-Uni, d'autres qui veulent rentrer, des pays de l'ex-Yougoslavie. Et donc on voit bien que l'Europe, comme vous l'avez très bien dit, c'est une aventure qui continue, mais qui ne donne pas forcément un idéal. Au début, l'idéal, c'était de ne pas se faire la guerre. Puis après, l'idéal, c'était d'avoir de la prospérité. On ne l'a pas forcément trouvé. Puis après, l'idéal, c'était de réunir toute l'Europe. Mais aujourd'hui, quel est l'idéal partagé? C'est de cette question-là que vient un certain nombre de difficultés pour l'Europe aujourd'hui. Donc, on a pu constater que cette Europe est constamment en construction, et notamment avec l'intégration, comme vous avez pu l'évoquer, Monsieur le Président, de l'intégration de nouveaux pays, notamment la Croatie en 2013. Et Tony a une question à aborder.
Bonjour Monsieur le Président, je m'appelle Tony Dacosta, je suis élève en terminale S. Et avec ma classe, on s'était posé la question de savoir quels sont les enjeux d'intégration de nouveaux pays dans l'Union européenne, notamment la Serbie par exemple. Là aussi, vous étiez à peine né, même pas né du tout. Il y a eu une guerre en Europe. Ça vous paraît presque incroyable, mais il y a eu une guerre en Europe. En 1990, puis ensuite ça s'est prolongé avec le Kosovo, dans l'ex-Yougoslavie. Il y a eu des Serbes et des Croates qui se sont fait la guerre. En Bosnie, il y a eu des populations qui se sont confrontées en fonction de leur religion. Vous voyez, comme quoi il y a comme une fatalité de l'histoire qui se répète. Et donc, cette Yougoslavie qui existait jusqu'au début des années 90, elle a éclaté, il y a eu plusieurs pays. Certains sont rentrés, la Croatie, la Slovénie, dans l'Union européenne, d'autres sont restés de côté. La Serbie, la Bosnie-Herzégovine, là où il y avait eu la guerre, la Macédoine, et puis le Monténégro. Vous voyez, ça fait beaucoup de pays, petits pays, mais qui frappent à la porte de l'Union européenne pour ceux qui ne sont pas encore adhérents de cette union, et puis d'autres qui ne sont pas loin, comme l'Albanie. Alors, quel est le problème posé? On voit bien l'avantage de réunir finalement dans l'Europe tous les pays de l'ancienne Yougoslavie pour éviter qu'il y ait la résurgence de conflits ethniques ou de conflits religieux. Ça, c'est l'avantage de faire entrer dans l'Union européenne des pays qui sont en conflit permanent et qui, dans l'Union européenne, seraient d'une certaine façon encadrés. Quel est l'inconvénient? L'inconvénient, c'est que toutes ces questions ne sont pas forcément réglées. Par exemple, en Bosnie-Herzégovine, là où il y a eu Sarajevo, ça ne vous dit pas forcément grand-chose, mais là, il y a eu des massacres qui ont été commis. Il y a même des personnes qui sont aujourd'hui en jugement devant la Cour pénale internationale pour les exactions qui ont été commises en Europe. Parce que tout ça, c'est à 2 heures à peine d'avion. Il y a des gens qui partent en vacances en Croatie, ils ne savent pas forcément qu'il y a eu dans ces pays, ailleurs, à côté, un certain nombre de massacres qui ont été commis. Bon, donc, le risque, c'est que, rentrant dans l'Union européenne, il faudrait quand même que toutes ces questions qui restent présentes dans les esprits puissent être apaisées. Alors, l'autre problème, si on faisait entrer tous ces pays, même s'ils ne sont pas très peuplés, c'est qu'on ne serait plus dans une Europe à 27, on serait dans une Europe à 31, 32. Puis il y a un autre pays qui demande à adhérer depuis longtemps, qui est la Turquie, à qui on dit, vous savez, vous n'êtes pas prêts, ce qui est d'ailleurs assez vrai. Et qu'est-ce qu'on peut faire à 32 ? Je raconte toujours devant les lycéens la même histoire, c'est-à-dire, moi je suis arrivé président de la République donc en mai 2012, et j'arrive au Conseil européen, il y a 27 personnes autour de la table, plus moi, 28. Donc, je pense que je vais pouvoir prendre la parole une dizaine de minutes, ou une quinzaine de minutes, vous voyez, comme dans une classe, en pensant que les autres vont se taire. Et je prends effectivement la parole, je venais d'arriver, président de la République française, tout le monde s'interrogeait de savoir ce qu'il allait proposer, ce qu'il allait vouloir changer. Donc on m'écoute. Puis, à ma grande surprise, chacun des participants demande à prendre la parole. Vous imaginez dans une classe si tout le monde prend la parole? Certains voudraient se taire dans une classe, mais là, ils veulent tous parler. Alors je me dis, mais ils vont parler 5 minutes. Non, ils parlent quelquefois 10 minutes, 20 minutes, une demi-heure. Je me dis, mais le président du Conseil européen va lui dire d'arrêter à celui-là. Non, on n'interrompt pas le chef d'un gouvernement ou le chef d'État, quelle que soit la taille du pays. Et souvent, ce sont les plus petits pays qui sont représentés par des gens qui parlent beaucoup. Parce qu'ils se disent, c'est le moment quand même, hein, c'est notre chance, là. On est là, on est invité à la table, il n'y a pas de raison. Pas de raison que ce soit toujours la France et l'Allemagne qui exposent leur point de vue. Donc voilà, comment on fait pour travailler à 28 ou à 30, demain peut-être davantage. Donc ça suppose qu'on change les procédures, qu'on change les méthodes, et sûrement que l'on arrive à constituer une Europe d'avant-garde qui, à quelques pays, irait plus loin. Et deuxièmement, ce qui explique beaucoup la place du couple franco-allemand, de cette façon de diriger l'Europe,
avec 2 pays plus puissants que les autres et qui entraînent les autres. Faut-il encore que les autres se laissent entraîner? Et ce qu'on a constaté ces dernières années, c'est que malgré parfois les difficultés ou les différences entre la France et l'Allemagne, il y avait quand même une unité entre la France et l'Allemagne, mais que les autres ne se laissaient plus forcément convaincre. Et notamment les pays de l'Europe de l'Est, on l'a vu sur la question des réfugiés. Ils ont dit, nous, on ne prend pas de réfugiés quand l'Allemagne, la France, d'autres pays, la Suède, l'Autriche, en ont accueilli beaucoup. Donc c'est la discordance des positions au sein de l'Union européenne qui risque de la mettre à l'arrêt. Merci, Monsieur le Président. Donc, après avoir abordé le sujet des enjeux de l'intégration de nouveaux États, on va parler d'un autre enjeu lié à cette thématique. Donc, je vais laisser la parole à Baptiste. Merci. Donc, Monsieur le Président, bonjour. Donc, je m'appelle Baptiste Sureau, je suis élu au CVS, Conseil de la vie lycéenne, et membre du club Uniped. Donc, on parlait donc des pays qui veulent rentrer, mais à l'inverse, dans le contexte donc, de la montée de l'euroscepticisme, quels sont les enjeux et les conséquences donc, des pays comme le Royaume-Uni, donc le Brexit, pour l'Europe et pour le Royaume-Uni? Alors, là aussi un peu d'histoire. Quand l'Europe se crée à 6, il y a la France, l'Allemagne, l'Italie et les 3 pays du Benelux. Il n'y a pas le Royaume-Uni. Il n'y a pas le Royaume-Uni parce qu'au départ, le Royaume-Uni ne veut pas être dans cette aventure-là, considérant qu'il faut garder son indépendance, laisse le marché commun se constituer. Puis, au milieu des années 60, le Royaume-Uni fait une démarche pour dire nous voulons adhérer au marché commun. À l'époque, le président de la République française, c'est le général de Gaulle. Le général de Gaulle dit non, nous on ne veut pas les Britanniques, parce que les Britanniques, ils sont pénibles. Ils vont nous compliquer la vie, ils sont très liés aux États-Unis, donc laissons le Royaume-Uni de côté. Alors même que le Royaume-Uni veut rentrer. Le général de Gaulle quitte le pouvoir en 1969 et c'est Georges Pompidou qui le remplace. Georges Pompidou, lui, est très ouvert à l'idée d'accueillir le Royaume-Uni et donc, ça oui, maintenant je connais bien la vie des établissements, donc de mon temps il y avait des sonnettes extrêmement bruyantes, maintenant c'est une espèce de musique douce pour accueillir la récréation. Donc, vous êtes privé de récréation, vous savez ça? Donc je reviens à mon histoire. Donc Georges Pompidou, président de la République française, dit nous accueillons le Royaume-Uni, fait un référendum. Le référendum a lieu en 1972 et le Royaume-Uni, l'Irlande, rentre dans l'Union européenne. Le temps passe, arrive une première ministre britannique, vous avez entendu sans doute son nom parfois prononcé, Madame Thatcher, voilà. Et Mme Thatcher arrive au pouvoir et dit, nous, ça a été mal négocié, cette histoire de rentrer dans l'Union européenne, et donc je veux récupérer un chèque. Donc François Mitterrand est à l'époque président de la République française, il négocie et le Royaume-Uni obtient un statut spécial, donc avoir un chèque qui fait qu'elle paye moins qu'il n'était prévu à l'Union européenne. Mais ça ne fait pas tomber pour autant l'euroscepticisme, notamment au Royaume-Uni. Le temps passe et arrive un gouvernement conservateur, David Cameron, Premier ministre. Donc nous sommes au début des années 2010. Et à ce moment-là, David Cameron, pour se présenter aux élections, pour être reconduit, fait une promesse. Il dit, si je suis réélu comme Premier ministre, j'organiserai un référendum sur la participation du Royaume-Uni à l'Union européenne. Et il a aussi tenu sa promesse. On a essayé de lui dire, attention, c'est dangereux, les référendums, nous on en a connu, c'est pas si simple. Il organise un référendum et en 2016, le Brexit donc, est voté par les Britanniques. À ce moment-là, je suis avec Mme Merkel au téléphone et je dis, je crois qu'il faut aller vite. Parce que si on laisse du temps au Royaume-Uni, ça peut prendre beaucoup d'énergie et ça peut déboucher sur une forme de blocage. Mme Merkel, et elle n'était pas seule dans l'Union européenne à penser ça, dit mais non, au contraire,
il faut leur laisser le temps. Peut-être qu'ils vont d'ailleurs réfléchir et qu'ils reviendront sur leur décision. Je crois que c'était ça l'idée. Et 3 ans après, vous voyez où nous en sommes, c'est-à-dire que le Royaume-Uni n'arrive pas à trouver les conditions pour sortir de l'Union européenne. Pourquoi c'est difficile de sortir de l'Union européenne en général? Parce que quel est l'avantage de l'Union européenne? Je vous l'ai déjà décrit, c'est que toutes les marchandises qui sont fabriquées au Royaume-Uni peuvent aller libres de droits de douane dans l'Union européenne. À l'inverse, toutes les marchandises fabriquées en Europe peuvent aller sans droit de douane vers le Royaume-Uni. Donc quand on sort de l'Union européenne, il faut rétablir des droits de douane. Il faut rétablir des taxes, si vous voulez, à l'entrée et à la sortie. Il faut rétablir des douaniers pour vérifier. Il faut contrôler les Européens qui arrivent sur le territoire du Royaume-Uni. Ou en Europe, contrôler les citoyens britanniques. C'est-à-dire leur demander des conditions pour venir travailler, par exemple, en Europe. Vous savez qu'il y a beaucoup de Français qui sont au Royaume-Uni, 400 000. Ben, ceux-là, on a essayé de préserver leur situation, mais d'autres Français, si vous décidiez d'aller au Royaume-Uni, le Royaume-Uni ayant quitté l'Union européenne, vous seriez obligé de demander une autorisation pour travailler. Donc ça change les règles et ça perturbe l'économie britannique notamment, d'autant qu'à Londres, il y avait des établissements financiers de très grande réputation, la finance. Elle était à la City de Londres, et c'était le paradoxe. Le Royaume-Uni n'était pas membre de la zone euro, mais ses établissements financiers étaient les plus dynamiques, y compris dans la zone euro. Alors forcément, là aussi, il y aura des conséquences économiques. Et puis, il y a le problème de l'Irlande. Vous voyez, l'Irlande, c'est l'île qui est à côté du Royaume-Uni. Vous voyez qu'il y a 2 Irlandes, en fait. Il y a une République d'Irlande, indépendante, membre de l'Union européenne, et il y a l'Irlande du Nord, qui est partie intégrante du Royaume-Uni. Là aussi, hein, on en a perdu la mémoire, mais il y a eu une guerre civile en Irlande. Il y a eu, dans les années 70, 80, des bombes qui éclataient, du terrorisme en Irlande, et là aussi sur des considérations religieuses. Les catholiques, plutôt au sud, et les protestants au nord. Vous voyez comme quoi, parfois, la religion est toujours un facteur ou d'émancipation, quand on la prend comme une valeur de liberté, ou quelquefois un risque d'affrontement quand on la prend pour de l'intolérance. Résultat, pour sortir de ce conflit de l'Irlande, il avait été décidé que, puisque les 2 pays étaient membres de l'Union européenne, Royaume-Uni et République d'Irlande, il n'y avait pas de frontières. On circulait librement, les Irlandais du Nord pouvant aller en République d'Irlande et la République d'Irlande pouvant également permettre à ses ressortissants d'aller en Irlande du Nord. Ah oui, mais si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, comment ça va se passer? Il faut rétablir une frontière. Et c'est sur cette question de la frontière entre les 2 Irlandes que le Parlement britannique est bloqué. Parce que si on met une frontière, ça recrée des problèmes entre les 2 Irlandes. Et si on enlève la frontière, c'est pas possible que le Royaume-Uni s'échappe de l'Union européenne, puisque les produits qui viendraient en République d'Irlande pourraient s'écouler au Royaume-Uni. Voilà pourquoi, et je termine là-dessus, l'exemple, ou plus exactement le contre-exemple britannique, fait que même s'il y a des partis d'extrême droite ou des partis nationalistes en Europe, aucun ne réclame aujourd'hui le départ de leur pays de l'Union européenne. Parce que c'est trop compliqué, trop difficile. Et encore davantage quand on est membre de la zone euro, parce que là, vous avez tous une monnaie, je dis toujours ça. Vous l'avez connu que l'euro. Nous, je dis nous, pour mettre ceux qui sont un peu plus âgés que vous dans cette situation, nous, on avait connu le franc. Et c'était compliqué de passer du franc à l'euro. Vous n'avez connu que cette monnaie-là. Si la France sortait de l'Union européenne, bah forcément, on serait obligé de rétablir notre propre monnaie. Et avec toutes les difficultés pour sa gestion, pour sa stabilité.
pour éviter la spéculation. Voilà pourquoi c'est très compliqué de sortir de l'Union européenne. Et le risque aujourd'hui, ce n'est pas l'éclatement de l'Union européenne, c'est le fait qu'on vive ensemble, comme dans une famille, mais où on ne s'aime plus. Ça arrive. Et on coexiste, mais on ne produit plus de projets communs. C'est ça le risque, ce n'est pas la dislocation de l'Union européenne. Merci, Monsieur le Président. Nous avons donc abordé l'intégration de certains pays, comme on l'avait dit, du pays de l'Est, d'ex-Yougoslavie, mais aussi la sortie de certains États membres, comme le Brexit, avec le Brexit, dont la Grande-Bretagne avec le Brexit. Je vous prie maintenant de venir maintenant à une échelle plus rapprochée, l'échelle de notre pays, la France, pour évoquer l'influence de l'UE. Et je vais donc laisser la parole à Alicia. Monsieur le Président, bonjour. Je m'appelle Alicia, je suis une élève de première S. Et voici ma question. Comment l'essor des compétences européennes impacte la souveraineté nationale de la France? Donc ça, c'est la question de la souveraineté. Qu'est-ce que ça veut dire la souveraineté? Ça veut dire un pays décide seul des décisions les plus importantes qui le concernent. Qu'est-ce qui, dans l'Europe, nous a enlevé une part de souveraineté? La monnaie. Dès lors que nous avons accepté, c'était le traité de Maastricht en 1992, ratifié par référendum, dès lors que nous avons accepté de transférer le pouvoir monétaire à l'Union européenne, nous avons perdu une part de souveraineté. C'est pour ça que d'ailleurs ceux qui sont eurosceptiques disent nous avons admis par la création de l'euro des règles de gestion économique, de convergence fiscale qui nous mettent finalement en contradiction avec nos propres objectifs, nos propres intérêts. Ça, c'est la partie la plus importante de transfert de souveraineté que nous avons consenti, hein, la monnaie. Ce qui explique qu'il y a une banque centrale européenne. Il y a toujours une Banque de France, mais la Banque de France, elle ne gère plus la monnaie, c'est la Banque centrale européenne. La Banque de France, c'est une succursale, si on peut dire, de la Banque centrale européenne. Qu'est-ce qu'on a comme autre transfert de souveraineté, qui est peut-être plus compliqué à saisir, pour discuter des accords commerciaux avec la Chine, avec les États-Unis? C'est l'Europe qui le fait au nom de tous les autres pays. Vraisemblablement, Donald Trump, quand il en aura terminé avec la Chine, là, dans son conflit, il va aller voir l'Union européenne en disant « Écoutez, ce n'est pas possible, vous exportez beaucoup trop vers les États-Unis et vous importez trop peu de matières américaines, de services américains. » Alors, qui va négocier? Ce n'est pas la France, ce n'est pas l'Allemagne, ce n'est pas l'Italie, c'est la Commission européenne qui va négocier au nom de l'Union européenne. Ça, c'est un transfert de souveraineté, puisque c'est la Commission européenne, donc on aura notre mot à dire, qui va le faire à notre place. Qu'est-ce qu'on a transféré aussi à l'Union européenne? La politique agricole. Ici, vous avez encore, on en parlait avec monsieur le proviseur, il y a encore une dimension rurale dans le Val d'Oise. Il y a encore des agriculteurs. D'une certaine façon, ils relèvent de choix européens. C'est la politique agricole commune qui va leur donner les conditions de la rémunération de leurs produits, des subventions auxquelles ils peuvent prétendre. Donc ça, c'est aussi un transfert de souveraineté. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi comme transfert de souveraineté? Il y a eu la gestion de la frontière extérieure. Peut-être qu'il y aura une question sur les réfugiés tout à l'heure. Hein, mais on voit bien qu'aujourd'hui, chaque pays a consenti que ce soit d'autres dans l'Union européenne qui assurent le contrôle de la frontière. L'Italie, la Grèce, etc. Alors donc, le choix européen, c'est de savoir qu'est-ce qu'on garde comme compétence au niveau national, qu'est-ce qu'on transfère au niveau européen. Il y a certains qui disent qu'il faut transférer beaucoup plus, et d'autres qui disent, dans le débat politique, il faut reprendre ce qu'on a déjà transféré. Moi, je pense que ce qui a été déjà transféré ne sera jamais repris. Après, la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on accepte de mettre en commun. Qu'est-ce qu'on pourrait accepter de mettre en commun? Ben, c'est peut-être la défense. Puisque ça, c'est ce qui, au départ, avait pu justifier l'Union européenne. Ça pourrait être une idée. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en commun? Ça pourrait être la politique écologique. Parce que quand on s'occupe de l'environnement dans un pays, ça a des conséquences sur la vie dans les autres pays.
Donc on voit ce qu'on pourrait éventuellement transférer. Et le principe du transfert, ça devrait être qu'est-ce que l'on peut faire de mieux ensemble et qu'est-ce qu'on pourrait faire de moins bien tout seul. Si on peut faire mieux ensemble, il faut transférer. Si on peut faire mieux chez soi, il faut garder. Voilà la réponse. Merci, Monsieur le Président. On va revenir sur ce sujet de l'environnement un peu plus tard. On a pu constater qu'il y a un fort débat autour du rôle de l'Europe, mais on constate que l'Europe défend des valeurs, notamment la plus fondamentale, la démocratie, sans laquelle l'Europe n'existerait pas. Et elle cherche donc d'une part à éviter les conflits, comme vous avez pu nous l'expliquer, mais et également les tensions à l'intérieur de l'Union européenne. Et il faudrait donc parler des moyens dont dispose l'Union européenne pour assurer ces valeurs. Et Flore va vous poser une question à ce sujet. Monsieur le Président, bonjour. Je m'appelle Flore, je suis internationale scientifique. Ma question est la suivante. Dans le contexte de la montée des populismes, l'Europe a-t-elle la possibilité d'exclure un État membre sans compromettre sa stabilité et son image sur la scène internationale? Alors, on va répondre et en droit et en fait. En droit, les traités européens autorisent l'Union européenne à exclure un pays qui ne se conforme pas aux valeurs et aux principes. Imaginons qu'il y ait une dictature dans un pays, il y ait un manquement aux règles de la démocratie. Théoriquement, en droit, l'Union européenne peut exclure ce pays. Mais les populistes ne sont pas des dictateurs. Ils sont venus par les élections. Ils méconnaissent un certain nombre de principes sur les droits de l'homme, sur l'indépendance de la justice, mais ce n'est pas à un niveau tel que ça pourrait justifier une exclusion. Ça pourrait justifier une sanction qui pourrait être prévue par les traités d'ailleurs, qui est de dire si vous ne respectez pas les règles de l'Union européenne, vous allez avoir moins de subventions qui viendront de l'Union européenne. Ce qu'on n'a, hélas, pas fait. Ce qui fait que, pour l'instant, il y a un pays qui est sous surveillance, qui est la Pologne, parce que la Pologne a manqué un certain nombre de règles. Il y a la Hongrie. Et la question, c'est qu'est-ce que l'on peut faire de plus que la sanction financière? Ça peut être effectivement de la priver d'un certain nombre d'avantages que l'Union européenne lui procure. Mais sur l'image de l'Europe, ça c'est un point très important, parce que si dans l'Europe il apparaît que la question de la démocratie, des valeurs fondamentales, des principes d'égalité entre les femmes et les hommes, du respect des minorités, tous ces principes-là sont froissés, qu'est-ce qu'est encore l'Union européenne? C'est ça le problème. Et donc on est devant cette contradiction, cette difficulté. Il y a des gouvernements qui sont dirigés par des partis nationalistes, extrémistes, populistes, appelons-les comme vous voudrez, mais qui disent qu'ils viennent du suffrage universel et qui donc considèrent qu'ils peuvent aussi donner une orientation à l'Europe. Donc on va être devant des choix politiques qui vont être rudes. Parce que dans un Conseil européen où siègent les chefs d'État et de gouvernement, je ne parle pas du Parlement européen, dans un Conseil européen, les dirigeants de ces pays-là siègent comme les autres. Ce n'est pas les plus bavards dont je parlais tout à l'heure. Souvent ceux qui ne disent rien. C'est comme si ça ne les intéressait pas. Ils sont membres de l'Union européenne, ils en tirent beaucoup d'avantages, notamment les pays à l'Est, mais ils ne veulent pas participer vraiment à d'autres étapes de la construction européenne. Donc ils bloquent le processus. On l'a vu sur la question des réfugiés notamment. On le voit aussi sur la question de l'harmonisation fiscale, de la lutte contre les GAFA, etc. On le voit aussi sur l'Europe de la défense, parce qu'ils veulent garder un lien avec les États-Unis, beaucoup plus fort que celui que nous voudrions envisager. Donc voilà, le risque, c'est qu'ils nous empêchent d'avancer. Alors pour écarter ce risque, c'est ce que je disais tout à l'heure, peut-être qu'il faudrait que dans cette Europe à 27, quelques pays, la France, l'Allemagne, d'autres, pourraient avancer sans attendre les autres, sans être empêchés ou entravés par les autres.
Mais sur l'image de l'Europe, là vous avez raison, l'Europe qui était le continent de la démocratie est aujourd'hui un continent divisé. Mais il n'est pas le seul. Aux États-Unis, c'était un pays qui était un modèle de démocratie aussi. On voit bien que Donald Trump n'est pas tout à fait conforme au modèle. Donc on est devant cette crise, votre génération est devant cette crise de la démocratie. Est-ce que ce que les générations précédentes ont réussi à construire, la démocratie, un système de liberté, de valeurs, est-ce que ça va tenir? Vous pensez que c'est pour toujours, mais ça n'a pas été toujours la démocratie, y compris en Europe. Et donc ça, c'est le grand défi de votre génération. Ou vous êtes des héritiers et vous pensez que tout ça continuera, ou vous êtes des conquérants et vous pensez qu'il faut toujours faire avancer le progrès. Ben, ça, c'est votre choix de citoyen. Merci, Monsieur le Président. Donc, on parlait donc des moyens que possède l'Union européenne pour assurer ces règles. On va donc maintenant changer d'échelle. Il ne faut pas oublier que l'Union européenne est un acteur majeur des relations internationales. À ce propos, Gauthier a une question. Du coup, on te laisse la parole. Monsieur le Président, bonjour. Je m'appelle Gauthier et je suis en classe de seconde 6. Notre question est la suivante. Comment l'Europe influence-t-elle les relations entre les pays et comment gère-t-elle les crises et les tensions? Alors l'Europe, ce sont des institutions. Donc il y a 3 grandes institutions de l'Union européenne, vous les connaissez. Il y a le Conseil européen. Ça, c'est la réunion des chefs d'État et de gouvernement. Le Conseil européen se réunit à peu près une fois tous les 3 mois, mais dans les périodes de crise, peut se réunir une fois par mois. Il y a ensuite le Parlement européen, pour lequel des élections sont prévues au mois de mai. Il est élu au suffrage universel depuis 1979. Et c'est le Parlement européen qui vote le budget européen. En fait, très peu d'argent, hein, 1% de la richesse européenne. C'est moins que le budget français. C'est moins que le budget national. Donc. Et qui vote un certain nombre d'orientations, de législations qui vont s'appliquer en Europe. La plus récente, on en parlera peut-être, sur les droits d'auteur, par exemple, sur ce qui permet de rémunérer la culture. Donc, le Parlement européen a aussi une compétence particulière, c'est que la Commission européenne qui est désignée par les États, hein, un membre par pays, le président de la Commission européenne, choisi par les membres du Conseil européen, il doit être approuvé par le Parlement européen. C'est pour ça que le vote pour le Parlement européen est important, puisque ça va déterminer qui va être le président de la Commission européenne. Et le président de la Commission européenne va mettre en œuvre les orientations définies par le Conseil européen et par le Parlement européen. Bon. Alors ça, la relation entre les États, ça se passe essentiellement au niveau du Conseil européen. On essaye d'aboutir à des positions convergentes. Ce n'est pas toujours facile. On a parlé de la crise des réfugiés, on n'a pas réussi à trouver une position convergente. Certains pays ont donc fait des choix différents d'autres. La Grèce, vous vous rappelez de la question de la Grèce dans la zone euro, est-ce qu'on la garde, est-ce qu'on ne la garde pas, la Grèce dans la zone euro, il y avait des tensions au sein du Conseil européen, mais là on a réussi. On a réussi à trouver un accord. Sur d'autres sujets, le rapport avec les États-Unis, avec la Russie, on essaye de trouver des positions convergentes. Donc le rôle de l'Europe, c'est quand même de coordonner autant qu'il est possible, malgré toutes les différences politiques, de coordonner autant qu'il est possible la position européenne. Mais il n'y a pas de véritable politique européenne en matière étrangère, en matière diplomatique, et même en matière de défense, où c'est encore très élémentaire et peu intégré. Ensuite, dans ta question, qu'est-ce qui peut aussi faire que l'Europe n'arrive plus à se faire entendre sur la scène internationale? C'est parce que, justement, elle n'a pas la capacité d'intervenir militairement. L'Union européenne, elle a une politique parfois qui peut être affirmée au plan international, mais elle n'a pas les moyens militaires de la mettre en œuvre, à la différence des États-Unis ou de la Russie. Ce qui fait que la France est obligée de prendre des positions qui l'amènent à intervenir, elle, seule,
sur un certain nombre de conflits. Exemple, au Mali ou en Syrie ou en Irak. Pour prévenir des conflits à l'intérieur, on en a eu un qui n'était pas à l'intérieur mais qui n'était pas loin, c'était l'Ukraine. L'Ukraine, c'est à côté de la Pologne. L'Ukraine, la Russie a pris une partie en fait de l'Ukraine, la Crimée, et contrôle une autre partie à l'est. Comment fait-on pour éteindre une guerre civile? Là aussi, l'Europe a pu intervenir et l'a fait parce que la France et l'Allemagne ont pris l'initiative. Donc voilà, le manque d'Europe, c'est sans doute un manque de politique extérieure et de politique militaire. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais parler de certaines crises, des crises économiques et des crises migratoires qui concernent l'ensemble de l'Europe. Et une dont les gens ont parlé, c'est la crise migratoire. Il s'agit de la crise méditerranéenne, qui a touché quasi tous les pays d'Europe. On a vu un certain scepticisme de la part des pays de l'Est, et bien que des migrants par la France, l'Allemagne, les pays du Nord, notamment la Suède et la Finlande. Et avec tous les médias, il est important de savoir ce que l'Europe a réellement mis en place techniquement, les démarches qu'elle a mises en place pour répondre à cette crise. Je vais donc la parole à Arthur, qui a une question. Monsieur le Président, bonjour. Je m'appelle Arthur, je suis un élève de première scientifique. Et ma question est la suivante. Comment l'Europe peut-elle gérer la crise migratoire? Alors l'Europe, elle a une compétence en matière de contrôle de sa frontière, puisqu'il n'y a plus de frontières à l'intérieur de l'Union européenne. On passe d'un pays à l'autre sans contrôle. En revanche, il faut qu'il y ait un contrôle de la frontière extérieure. Ou quand on arrive par l'avion, pour touriste, il faut être sûr que les règles qui vont être posées soient les mêmes pour tous et les mêmes dans tous les pays de l'Union européenne. Il y avait une règle qui avait été précisée dans ce qu'on appelle l'espace Schengen. L'espace Schengen, c'est ça, c'est la frontière extérieure. Il y avait une règle qui avait été précisée, avant même que se produise la crise des réfugiés, c'est que toute personne qui venait comme demandeur d'asile dans un pays, le premier pays d'accueil, devait être enregistré dans ce pays-là. Le contrôle devait se faire dans ce pays-là. Alors, il y a eu deux grandes crises migratoires qui se sont d'ailleurs juxtaposées et ajoutées. L'une venant de la guerre en Syrie et en Irak. Et les réfugiés sont passés par la Turquie et sont arrivés en Grèce. Vous voyez, entre la Turquie et la Grèce, il n'y a pas beaucoup de distance. Et ils ont pris des embarcations, mais néanmoins, il y a eu des morts, là. Et il y a eu cette photo que vous avez tous en tête d'un petit garçon, le nez dans le sable, qui avait été repoussé par la mer. Et puis, ceux qui étaient en conflit au Soudan, on en parle en ce moment du Soudan, ou en Érythrée, ou qui venaient parce qu'ils étaient trop pauvres, ou qu'ils fuyaient des situations de désertification climatique, sont passés par la Libye. La Libye, c'est en face donc, de l'Italie, c'est la zone blanche que vous voyez, un peu là, en dessous de Malte, voilà. Et donc, ceux-là, ils sont passés par la Libye. Pourquoi la Libye? Parce que la Libye, c'était le chaos. C'était la guerre civile, donc il n'y avait plus de contrôle. Donc il y avait des passeurs qui emmenaient les gens sur des embarcations, et puis quelquefois les faisaient couler. Donc il y a eu des milliers de morts. Bon, donc à un moment, les gens sont passés. Plus d'1 million sont passés. On est en 2015-2016. Comment dire à un pays, la Grèce ou l'Italie, vous devez faire l'enregistrement? Ils ont été dépassés par les événements. Et toutes ces personnes sont venues, sont montées, soit de la Grèce, donc par les Balkans, là, et par l'Europe de l'Est, pour frapper, si je puis dire, à la porte de l'Allemagne, soit ceux qui venaient de Libye sont arrivés en Italie, là, en Sicile et à Malte, et sont montés vers l'Allemagne ou vers la France, et certains voulaient venir au Royaume-Uni, d'où le problème de Calais. Vous vous souvenez de Calais? Ça vous dit quelque chose? Où il y avait des campements de réfugiés, non pas parce qu'ils voulaient
venir en France ou rester en France, mais parce qu'ils voulaient aller au Royaume-Uni parce qu'ils avaient de la famille. Donc alors qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? On dit, bah, écoutez, il faut absolument renforcer les contrôles à l'accueil, mettre des gardes frontières, faire que des bateaux puissent, si je puis dire, sauver des vies humaines et traiter ces questions-là. Ceux qui sont menacés pour leur vie sont ce qu'on appelle des demandeurs d'asile. Ils demandent l'asile. Ceux qui sont menacés simplement par la misère, eux, ce sont des migrants. Théoriquement, les migrants n'ont pas vocation à rester. Mais ils peuvent aussi demander l'asile pour gagner du temps. Et donc, c'était des procédures très longues. Mais il fallait quand même accueillir ces gens. Donc, qu'est-ce qui se passe? On se réunit au Conseil européen pendant plusieurs séances et on dit, ben voilà, on va se répartir en fonction de la population de chaque pays. On va dire, voilà, les pays les plus peuplés vont en prendre plus, les pays les moins peuplés un peu moins, et on va faire une quote-part. Mais un certain nombre de pays ont dit non, nous, rien n'est prévu dans les traités. Il n'est pas dit dans les traités que face à une situation de crise migratoire, un pays européen est obligé d'accueillir. On doit simplement regarder si une demande d'asile est possible, mais après, ces demandeurs d'asile, on n'en veut pas. Alors on leur a dit, mais comment on peut faire? On peut le faire par volontariat. Bon, donc ils n'en ont pas demandé, ils ne sont pas proposés comme volontaires. Donc c'est essentiellement certains pays, l'Allemagne, vous avez cité, la Suède, l'Autriche, la France, l'Italie, qui ont accueilli ces réfugiés. Donc maintenant qu'on a passé le gros de cette crise, il faut qu'on trouve des solutions. Quelles sont les solutions? D'avoir davantage de contrôle et de garde-frontières, de régler beaucoup plus rapidement la question des demandeurs d'asile, c'est-à-dire de ne pas faire attendre des personnes pendant 1 an, 2 ans avant de leur dire s'ils sont en droit de rester, et d'être capable aussi d'avoir une politique commune de la migration. Or, comme je vous l'ai dit, il ne sera pas possible à 27 d'avoir une politique commune de la migration. Le mieux que l'on puisse faire, c'est au moins de se mettre d'accord sur le contrôle des frontières et après de faire en sorte qu'on puisse éviter qu'il y ait davantage de réfugiés. Et pour ça, pour qu'il y ait moins de réfugiés, il y en a moins aujourd'hui, il faut régler les questions qui ont provoqué ces mouvements de population. La guerre en Syrie, bon, Daesh est en train d'être battu, mais ce n'est pas pour autant que le régime syrien est devenu démocratique, c'est le moins qu'on puisse dire. En Libye, vous avez vu, si vous suivez l'actualité en ce moment, il y a une guerre civile en Libye, le chef de l'armée veut prendre le contrôle du gouvernement, donc ça ne veut pas dire que ça va se pacifier. Si ça ne se pacifie pas là, il y aura toujours des gens qui passeront. Il faut régler les problèmes au-delà de l'Europe. C'est ce qu'on attend de l'Europe. De ne pas simplement se préoccuper de sa frontière, c'est de régler ce qui peut conduire des personnes humaines à venir jusqu'ici. Voilà. Merci pour cette réponse, Monsieur le Président. Pour conclure sur les sujets en rapport avec l'Europe, on va aborder un thème beaucoup plus global et qui s'inscrit dans le contexte actuel européen, notamment avec les élections qui se profilent, mais surtout parce que dans cette salle, on a des élèves majeurs et certains sont même inscrits sur les listes électorales. Donc, Elisa va poser une question en rapport avec cela. Monsieur le Président, bonjour. Je m'appelle Elisa, je suis élève en terminale scientifique. On critique souvent le manque de visibilité des décisions prises par l'Union européenne. Comment alors impliquer davantage de citoyens dans la gouvernance européenne et les motiver à aller voter en mai? D'une manière générale, puisque plusieurs d'entre vous vont voter pour la première fois ou ont la possibilité de le faire. Le seul conseil que je peux donner, parce que j'ai exercé les plus hautes fonctions dans le pays, c'est de voter. Parce que c'est un droit. Ce n'est pas un devoir, mais c'est un droit. Et ce droit-là, il a été conquis. Il y a encore
des décennies, les femmes n'avaient pas le droit de voter en France. Bon. Et tout au long du 19e siècle, tous les Français ne votaient pas. Il y avait encore un régime censitaire. C'est en 1848 que le suffrage universel pour les hommes a été établi. Bon. Alors ensuite, comment intéresser, parce que c'est ça la question, au-delà de cette incantation morale, il faut venir voter, etc., comment les intéresser? Je crois que quand on arrive au moment de l'élection, c'est trop tard. Pour intéresser les citoyens, il faut leur montrer à quoi sert une institution, à quoi sert le Parlement européen. Et vous avez sans doute remarqué que les médias, ce n'est pas simplement vrai en France, s'intéressent assez peu au Parlement européen dans ces débats et même dans ces votes. Or, il se passe des choses au Parlement européen, peut-être très concrètes pour vous, la question du glyphosate, la question des pesticides, la question de la sécurité alimentaire, la question des droits d'auteur, la culture, la question des GAFA, Google, Yahoo, etc. C'est votre vie quotidienne. Vous connaissez ces sujets-là. Eh bien, pour une part, leur résolution des problèmes que je viens d'évoquer, c'est le Parlement européen qui peut y répondre. Donc, c'est trop tard quand on l'explique. C'est tout au long de toute la période où le Parlement européen travaille qu'il faut essayer de s'intéresser. Et c'est vrai qu'il y a peu de sujets qui sont traités dans les grands médias et même dans les réseaux sociaux, parce que vous regardez beaucoup les réseaux sociaux. On parle très peu de l'activité du Parlement européen. De la même manière, et moi j'en porte aussi la responsabilité, les chefs d'État et de gouvernement parlent à la fois beaucoup d'Europe sur des thèmes généraux, mais assez peu de ce qu'elle modifie concrètement la vie, les questions des réfugiés, la question de la vie économique, etc. Voilà pourquoi je pense que dès lors qu'on est dans cet ensemble de l'Union européenne, dès lors qu'il y a des compétences qui sont exercées, il faut s'y intéresser. Après, c'est compliqué dans une Europe à 28 de comprendre tous les enjeux. C'était sans doute plus simple quand l'Europe était à 6 ou à 8, où on avait des proximités plus grandes sur le plan politique ou sur le plan culturel. Mais ce qui est vrai pour l'Europe est aussi vrai pour le pays. Il faut s'intéresser à ce qui se passe, que ce que font les élus, et pas simplement attendre qu'il y ait une crise pour le faire, comme on le voit en ce moment. Autre question? Là, il y a les animateurs se coordonnent. Une brève pause publicitaire, peut-être, c'est ça? Oui, on avait une dernière question sur le sujet de l'Europe. Et donc, on se demandait comment redynamiser l'Europe, les institutions de l'Europe, face à la montée des contestations. Oui. Moi, mon idée maintenant, c'est... là, je vous exprime mon idée, hein. Ce n'est pas forcément celle qui est partagée. C'est que si on veut qu'il y ait de nouveau un engagement européen, que vous, votre génération, vous puissiez vous intéresser à l'Europe, il faut qu'elle vous propose, non pas un rêve, mais une nouvelle étape. Je vous ai dit, pour vos grands-parents, l'étape, c'était la paix. Pour eux, l'Europe, elle leur avait apporté ce qu'ils n'avaient pas connu, ou ce que le souvenir qu'ils avaient reçu de leurs propres parents, c'était le conflit, c'était la guerre. Donc l'Europe leur apportait forcément une tranquillité et une consécration de la paix. Puis ensuite, dans ma propre génération, la génération de vos parents, ce qui a été déterminant pour leur confiance dans l'Europe, c'est qu'on pensait, à tort ou à raison, que l'Europe, ça allait être la démocratie et ça allait être la prospérité économique, ce qui n'est pas venu, à travers ce grand marché et la monnaie unique. Puis après, on s'est dit, l'Europe, c'est formidable, on va pouvoir, avec l'effondrement du régime soviétique, on va pouvoir faire une grande Europe qui va être une grande puissance à l'échelle du monde. On s'est aperçu que ce n'est pas tout à fait ce qui s'est produit, puisque on est 500 millions d'habitants, on est la première puissance économique du monde, mais on n'est pas une puissance politique. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que ça pourrait être l'engagement européen? Qu'est-ce qui pourrait être pour vous la prochaine étape? La prochaine étape, ça devrait être
de vous dire que l'Europe va nous apporter une accélération dans la lutte contre le réchauffement climatique. C'est pour ça que les lycéens se mobilisent. Vous avez sans doute aussi participé à ces rassemblements en disant qu'est-ce qu'on peut faire pour la planète. Et c'est vrai que l'Europe peut faire mieux que chacun des pays. Pour lutter contre la pollution, c'est quand même plus évident de le faire à 28 ou à 27 que de le faire tout seul. Il y a encore des gens qui pensent qu'on peut mettre des frontières pour empêcher la pollution. Il y a des gens qui ont pensé, vous n'étiez pas nés à ce moment-là, que quand une centrale nucléaire connaissait un manquement grave en Ukraine, il y avait des gardes frontières qui allaient dire les particules nucléaires, pas là, repartez. Ils soufflaient dessus et ça repartait. Ben non. On est tous concernés. On est tous concernés quand il y a, je vous ai dit, des guerres autour de l'Europe et que les gens arrivent. Bon, donc, c'est ça l'Europe, c'est de prendre conscience qu'on va pouvoir faire ensemble ce qu'on n'arrive pas à faire tout seul. Donc ça peut être sur le climat, ça peut être sur la défense, ça peut être sur la démocratie, des nouveaux chantiers qui peuvent vous intéresser, vous, dans votre vie d'adulte. Alors après, est-ce qu'on peut le faire à 27 ou à 28 ou à 30, 32 ? Sur certains points, oui. Sur d'autres, non. Donc c'est pour ça que moi, je préconise qu'on garde l'Europe telle qu'elle est, là, telle que vous la voyez, et qu'ensuite, au sein de cette Europe, plusieurs pays puissent décider de mettre en commun davantage de choses. Sur la défense, sur le climat, sur les industries nouvelles, sur l'intelligence artificielle, par exemple. Vous avez vu combien la Chine, les États-Unis sont puissants dans ces domaines. Et combien nous, on n'y arrive pas, parce qu'il y a des pays qui ont des règles différentes des autres. Donc là, on pourrait le faire. Peut-être on retrouverait l'Europe des 6 de l'origine. Et ça serait beaucoup plus concret, beaucoup plus fort. Et puis enfin, on pourrait aussi avoir une politique étrangère commune et d'agir sur la résolution des conflits. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis sont en train de se désengager. Vous savez que Donald Trump ne s'intéresse plus beaucoup à ce qui se passe dans le monde. Ce qui l'intéresse, c'est ce qui se passe aux États-Unis. C'est ça les nationalistes. On ignore le monde et on veut simplement régler les problèmes de son pays, ignorant que les problèmes de son pays ne peuvent être réglés que si le monde lui-même va mieux. Et donc, essayer d'avoir une politique étrangère qui puisse, pour l'Europe, être capable de mettre un peu plus la paix et le règlement des conflits. Il y a la Chine aussi qui pousse. Hein. Alors la Chine, elle a découvert qu'autrefois, il y avait des marchandises chinoises qui venaient en Europe. Parce que la Chine a été une des grandes puissances dans l'histoire. Et donc la Chine propose maintenant à l'Europe de reprendre ces routes, qu'elle appelle les routes de la soie, et dire, ben voilà, nous on va vous irriguer, on va, j'ose pas dire, nous inonder de produits chinois, et ils payent, les Chinois, les infrastructures qui permettent de faire accéder ces produits à l'Europe. Ben, il faut que l'Europe se défende, non pas parce qu'elle serait agressée, mais pour dire, bah, écoutez, si vous voulez investir davantage en Europe, permettez au moins aux Européens d'investir davantage en Chine. Hein, donc, qui veut le faire ? Qui est prêt à le faire ? Et donc, c'est pour ça que ça peut être que certains pays qui décident d'aller plus loin, ce qui n'est pas un problème. La France et l'Allemagne, rien que la France et l'Allemagne, c'est à peu près 150 millions d'habitants. La France et l'Allemagne, c'est la deuxième puissance économique du monde. Donc, ça compte quand même. C'est pour ça que je crois que c'est à partir de ce socle-là que l'on peut retrouver une espérance européenne, à condition qu'il y ait des projets. S'il n'y a pas de projet, on ne peut pas demander un engagement citoyen s'il n'y a pas de projet, si on n'a pas d'ambition. Pourquoi aller voter si rien ne change ? C'est un peu ce que disent les gens. Je vais aller voter, mais que ça va changer. C'est toujours les mêmes. Ah ben, on change, c'est plus les mêmes. Ah oui, mais c'est quand même les mêmes. Ils font la même chose. Ben non, il faut montrer qu'on peut faire un certain nombre de projets. Ça y est, on a éteint toutes les curiosités ? Alors, j'ai une seconde question à vous poser. Donc, bonjour Monsieur le Président, pour commencer, je me nomme Pierre Flouc et je suis élève en terminale scientifique. Et ma question est la suivante. Pensez-vous que le modèle social français puisse s'intégrer à la politique européenne ? Alors, qu'est-ce que c'est que le modèle social français ? Je n'aurai pas la cruauté de te poser la question. Hein ? Alors, le modèle social français, c'est le fait que notre protection sociale, hein, la santé,
la retraite, l'indemnisation du chômage, notre droit du travail. On ne peut pas mettre les gens à la porte comme ça, même si certains, hélas, le font. Donc, c'est le produit de l'histoire des luttes sociales, l'histoire des conquêtes ouvrières. Est-ce que, en entrant sur un grand marché comme celui-là, avec une concurrence exacerbée, notamment des pays qui ont des coûts salariaux plus faibles que les nôtres, les pays de l'Est notamment, ou les pays du Sud, hein, Espagne, Portugal, est-ce que ça ne met pas en cause notre modèle social? C'est ça la question. Et elle est justifiée. Donc ce qu'il faut faire, c'est convaincre les autres pays d'harmoniser fiscalement leurs règles d'activité ou d'accueil de grandes entreprises. Tout à l'heure, je parlais de l'Irlande. L'Irlande accueille les grands sièges sociaux des GAFA pour qu'ils payent moins d'impôts là et pour qu'ils ne payent pas d'impôts ici. Bon, donc l'Europe doit servir à ça. Et donc nous, on doit défendre ce modèle-là, non pas pour l'imposer en disant vous faites ce que vous voulez, mais nous, on doit considérer qu'il doit y avoir des impôts au niveau minimum qui permettent d'assurer la couverture de tous les besoins de la société, ce qu'on appelle les services publics. On doit considérer que les règles de droit du travail doivent être respectées. Je vais prendre un exemple. Un Polonais ou un Bulgare ou un Roumain peut venir travailler en France. C'est les règles de l'Union européenne, libre circulation. Lorsque ce travailleur arrive, on l'appelle le travailleur détaché, il arrive en France, on a obtenu que son salaire soit non pas le salaire de son pays d'origine, salaire polonais ou salaire bulgare, mais que ce soit au niveau du salaire du travailleur français. Donc c'est ça, les règles de l'Europe sociale. Arriver à éviter les distorsions de concurrence. Mais tu as raison, hein, c'est une bataille. C'est une bataille qu'on ne mène pas seul, heureusement, parce que d'autres pays ont quand même des modèles sociaux très développés. Par exemple, les pays d'Europe du Nord, Suède, Danemark, ce sont des pays qui ont un niveau de protection sociale élevé. Mais chacun le fait, et ça c'est un point très important, chacun le fait selon ses propres règles. Alors, ce n'est pas le même modèle qui est imposé à tous, heureusement d'ailleurs. Hein, en France, la protection sociale, le système de santé, ce n'est pas le même que celui du Royaume-Uni ou celui de l'Allemagne. Chacun doit réussir à soigner les gens en fonction de nos propres modes de vie ou de nos propres règles, notamment en France, le fait que ce soit quasiment gratuit, c'est ça le principe, que chacun puisse accéder aux soins. Donc c'est ça qu'on doit garder. On doit faire en sorte que notre modèle social soit préservé. Eh bien, merci, Monsieur le Président. Donc, on va passer à la deuxième partie de l'échange. Donc, le Conseil de la vie lycéenne a préparé quelques questions libres. Le Conseil de la vie lycéenne, c'est l'organisation soviétique ici. Hein, c'est elle qui décide. Hein. Ces trois questions vont porter sur votre parcours, votre expérience en tant que président. Donc, la première question va vous être posée par Isabelle. Qui est du Conseil de la vie lycéenne ou... Ah, d'accord, très bien. Bonjour, Monsieur le Président. Donc, je suis Isabelle. Je suis en terminale ES et vice-présidente du Conseil lycéenne. La question est la suivante. Comment avez-vous vécu et géré les attentats de janvier et novembre 2015 et ont-ils changé votre conception du rôle de l'État? Merci. Alors d'abord, un mot sur le Conseil de la vie lycéenne. Parce que c'est aussi un progrès. Vous ne vous en rendez pas compte parce que vous avez toujours connu ces institutions. Et quand j'étais lycéen, il y avait des délégués de classe, il y avait des délégués au conseil d'administration. J'étais délégué de classe, j'étais délégué au conseil d'administration, mais il n'y avait pas un conseil de la vie lycéenne qui gérait un certain nombre de sujets. Et ça, c'est un progrès. Et on a besoin de représentants. On parlera peut-être tout à l'heure de la crise des Gilets jaunes. On a besoin d'interlocuteurs. Et donc le conseil de la vie lycéenne, c'est un interlocuteur pour le chef d'établissement, pour les enseignants, quand il y a une difficulté. Je ferme cette parenthèse. Les attentats, donc, je savais qu'il y allait avoir une tension liée aux actes terroristes, puisque vous vous souvenez, vous étiez très jeune, mais dans la campagne de 2012, il y avait eu à Toulouse et à Montauban ce qu'on a appelé les attentats de Mera, provoqués par Mera. Et ça avait interrompu la campagne présidentielle.
Mais nous savions qu'il y avait cette menace-là. Beaucoup imaginaient que c'était des individus qui étaient seuls qui provoquaient ces drames et ces attaques. Mais nous savions, et je l'ai su donc encore davantage quand je suis arrivé à l'Élysée, qu'en fait, c'était quand même des réseaux qui existaient et qui étaient liés à ce qui se passait en Syrie, en Irak, au Yémen. Nous avions déjoué un certain nombre d'attentats de 2012 à 2015. Et puis, certains, néanmoins, avaient pu être commis, mais avec des conséquences qui n'avaient pas été perçues comme terribles par la population, comme ça l'a été en 2015. Alors, janvier 2015, tu me poses cette question, comment j'ai moi-même réagi. Je suis donc dans mon bureau, je reçois un dirigeant d'entreprise et j'ai un portable, comme tout le monde, et je reçois un appel sur mon portable de médecin, Dr Pelou, qui avait cette double caractéristique, c'est qu'il était à la fois médecin urgentiste et collaborateur de Charlie Hebdo. Et il me dit, voilà, il mettait en pleurs. Je n'arrivais même pas à comprendre ce qu'il disait, tellement la confusion et le malheur l'étreignaient. Il me dit, je suis dans la salle de rédaction, c'est une horreur. Puis j'ai des informations qui m'arrivent par les agences de presse, et je sais qu'il y a un attentat qui a eu lieu contre les locaux et la rédaction de Charlie Hebdo. Et à ce moment-là, je comprends que c'est beaucoup plus grave que ce que donnent déjà les premières informations, puisque lui, il me donne finalement ce qu'il découvre comme médecin. Il rentre dans la salle et il voit ses amis dans des bains de sang. Donc je me rends sur place, même s'il y a déjà des agents de sécurité qui sont là, même si on ne sait pas combien de terroristes ont commis ce crime. Et on peut craindre aussi qu'ils puissent agir. Et d'ailleurs, il tue un policier qui était en mesure de les appréhender. Et on apprend à ce moment-là qu'il y a cette barbarie qui touche l'ensemble de la rédaction. Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? C'est ça le rôle du chef de l'État. Il doit à la fois montrer de la fermeté. Nous sommes attaqués parce que c'est la liberté d'expression qui est atteinte. Ce n'est pas simplement une rédaction de presse, c'est en plus une rédaction d'une presse Charlie Hebdo, qui avait fait des caricatures. Donc on voit bien quelle est l'intention de ceux qui ont commis cet acte terroriste. Il faut défendre la liberté, même si on ne partage pas les thèses de ceux qui ont pu avoir ces caricatures ou ces écrits. Et donc la fermeté et aussi l'unité du pays. Parce que ce que voulaient les terroristes, c'était bien ça, c'était essayer de diviser. Je suis Charlie, je ne suis pas Charlie, pour simplifier. Donc il fallait qu'il y ait l'unité du pays, que nous soyons tous ensemble. C'est ça qui m'a animé dans cette première phase des attaques terroristes. Ensuite, le temps passe et on est le 13 novembre. Vous vous souvenez là aussi, parce que ça a marqué votre génération. Et ça vous suivra tout au long de votre vie. Vous êtes la génération des attentats. Comme je suis le président qui a vécu les attentats à ce niveau-là d'intensité. Le 13 novembre, donc je suis au stade, j'assiste à un match de football, France-Allemagne, une détonation retentit, on pense que c'est un pétard, une bombe artisanale, puis une seconde, à ce moment-là je suis informé qu'il y a un mort et qu'il y a peut-être d'autres conséquences. Donc je quitte ma place et je vais au lieu où se trouvent l'ensemble des forces de sécurité. On me montre les images, puisque tout est filmé. Et il y a déjà un autre mort qui est constaté, hélas, un gardien du stade. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, j'apprends qu'il y a aussi des attaques sur les terrasses et après au Bataclan.
Donc je comprends qu'on n'est pas en face d'un individu seul qui est venu faire exploser sa bombe ou qui s'est trompé de bouton et qui s'est explosé tout seul. Parce qu'il faut bien comprendre que les terroristes sont à la fois déterminés et amateurs. C'est ça aussi le problème. Donc c'est ce qui avive les thèses complotistes. On se dit, mais pourquoi il s'est fait exploser tout seul? Alors vous allez dire, parce qu'il est terroriste. Oui, mais enfin, pourquoi il n'a pas attendu que les gens sortent du stade? Qu'est-ce qu'il voulait? Qu'est-ce qu'il cherchait? Peut-être cherchait-il, c'était moi ma crainte, qu'un mouvement de panique se produise dans le stade. Parce que quand des spectateurs prennent peur, ils cherchent à partir, à fuir, et quelquefois ils tombent sur des grilles qui les étouffent ou ils se font écraser. Peut-être était ça la tentation ou la tentative du terroriste. Mais j'apprends donc qu'il y a d'autres attaques et qu'on est devant une opération d'envergure, ce qui s'est d'ailleurs démontré avec une décision qui avait été prise en Syrie et qui visait à attaquer la France directement. À ce moment-là, je reviens dans le stade, je demande à chacun de rester à sa place, de manière à ne pas créer d'effet de panique. Et quelques minutes après, je regagne mon bureau et on organise la riposte. Mais la riposte, elle prend beaucoup de temps, notamment au Bataclan. Au Bataclan, donc, 3 terroristes, les mêmes qui avaient commis les actes sur les terrasses des cafés, tuent des dizaines de personnes. Prennent en otage une vingtaine de personnes. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'avais déjà connu une situation de prise d'otage, notamment à l'hypercachère au mois de janvier. Donc je donne l'ordre, bien sûr, de donner l'assaut, mais donner l'assaut à des terroristes qui se sont réfugiés dans une salle avec une vingtaine d'otages, ce n'est pas la même chose que de donner l'assaut dans un magasin, comme on l'avait vu avec l'hypercachère. Donc ça prend beaucoup de temps. Ça prend 2 heures. C'est des heures interminables. Et là aussi, il faut parler. Et j'ai décidé de m'exprimer devant les Français à minuit, ce qui n'est pas une heure classique. C'est rare que le président de la République, à minuit, réveille tout le monde en disant « j'ai quelque chose à vous dire ». Mais là, tout le monde était réveillé. Tout le monde attendait une parole présidentielle. Et elle devait à la fois dire la réalité, l'attaque qui venait de se produire, l'horreur, j'ai utilisé ce mot, qui a été là aussi commise, mais je devais aussi rassurer, parce que beaucoup s'inquiétaient et se demandaient si leurs enfants pouvaient être touchés ou d'autres attaques pouvaient avoir lieu. Moi-même, d'ailleurs, j'ai pensé à mes enfants, qui ont votre âge, je suis un peu plus vieux. Je me suis dit, où ils sont? J'en avais un dans le stade, donc celui-là, je le contrôlais. Mais les autres, ils pouvaient être aussi sur ces terrasses, dans ces lieux de la vie culturelle ou de loisirs à Paris. Donc tout le monde pensait à ça. Là aussi, le besoin de s'exprimer avec humanité et aussi fermeté pour rassurer. Qu'est-ce que je pouvais craindre? La même chose qu'au mois de janvier, mais décuplé. Je pouvais craindre que là aussi, les Français se divisent en disant « Ah d'accord, c'est toujours les mêmes contre nous, pourquoi et qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce que vous avez fait, pourquoi vous n'avez pas pris les mesures nécessaires ?» Donc il fallait, là encore, montrer le sens de la décision et de l'unité nationale. Et l'unité nationale a été préservée. Ça, c'était le point le plus important. Et vous ne vous êtes pas divisés. Vous, les jeunes, vous avez été capables de comprendre la gravité de ces actes tout en restant solidaires entre vous, ce qui était le point le plus important. Merci, Monsieur le Président. On va aborder un autre sujet qui fut important lors de votre mandat. Donc, on va parler du développement durable et de l'environnement. Damien a une question sur ceci. Bonjour, Monsieur le Président. Je m'appelle Damien, je suis en première scientifique. Je suis membre du conseil de la vie lycéenne et membre du NIPEV. Moi, je souhaiterais vous demander, avec votre expérience d'élu, quelles sont les décisions importantes à mettre en place en matière d'environnement et d'éducation au développement durable. Donc l'accord de Paris, vous vous souvenez, donc décembre 2015, un mois après les attentats,
ont réussi à faire signer à tous les pays des engagements pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais entre des engagements que l'on affiche et des engagements que l'on tient, il y a un écart. Et puis les États-Unis se sont déjà mis en dehors de l'accord de Paris. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, si on ne fait pas plus que ce qui a été décidé à Paris, il y aura un réchauffement supérieur à 1 degré Celsius d'ici la fin du siècle. Et s'il y a un réchauffement supérieur à 1 degré Celsius, on sait maintenant, on le sait avec certitude, ce que les scientifiques nous ont confirmé, qu'il y aura plus de catastrophes, qu'il y aura une réduction de la biodiversité, qu'il y aura des îles qui seront recouvertes, qu'il y aura la fonte des glaciers, on sait ça. Donc il faut faire plus encore que ce qui a été décidé lors de l'accord de Paris. Alors, par quoi commencer? Alors on peut se dire, c'est vrai, c'est toujours la même histoire. À quoi ça sert que je fasse moi-même, tout seul, là, un effort, si personne ne le fait avec moi? Donc je ne fais rien, puisque les autres ne feront pas davantage. Ce raisonnement individuel, il vaut aussi pour un pays. À quoi ça sert que je fasse de la transition énergétique, écologique, que je mette des taxes sur un certain nombre de produits, si à côté, ils ne font rien? Bon, donc l'enjeu, il est planétaire. Qu'est-ce qu'on peut faire? Un, il faut fermer les centrales au charbon. Ça, c'est la première nécessité. Ce qui pollue le plus, ce sont les centrales au charbon. En France, on a encore 4 centrales au charbon, mais en Allemagne, en Pologne, dans d'autres pays, il y en a beaucoup. Vous voyez, le charbon résiste, là. Donc, première exigence, fermer tout ce qui est centrale, qui émet des gaz à effet de serre. Deuxièmement, il faut isoler tous les logements. Ce qu'on sait, c'est qu'aujourd'hui, la dépendance par rapport à l'énergie est la plus forte dans les pays, ou dans les lieux où les logements ne sont pas isolés. La première consommation d'énergie, c'est dans le logement, plus que dans le transport. Donc, le grand plan qui devrait être annoncé, au niveau européen comme au niveau national, c'est un plan qui décide de mettre de l'argent sur l'isolation de tous les logements. Après, il y a une troisième nécessité, c'est de mettre du renouvelable, beaucoup plus qu'il y en a en France. L'Allemagne en a davantage. Et donc d'investir massivement sur le renouvelable. Et puis la quatrième décision qu'il faut prendre, c'est d'avoir des véhicules électriques ou des véhicules de transport collectif pour que nous n'utilisions plus la voiture comme c'est le cas aujourd'hui, ou la voiture qui utilise de l'essence ou du diesel. Alors c'est un effort qui doit être partagé. On l'a bien compris avec l'histoire des Gilets jaunes. Si vous demandez un effort à une personne sans justice sociale, elle refuse l'effort. Pourquoi? Moi qui habite Magny-en-Vexin, je suis obligé de prendre ma voiture pour aller travailler, vous allez me taxer quand d'autres qui habitent Cergy vont utiliser le transport en commun. Donc on voit bien la différence de situation. Donc vous allez me demander d'isoler mon logement, mais comment je peux faire? Je n'ai pas d'argent pour isoler mon logement. Donc si vous ne me donnez pas la subvention qui me permet d'isoler mon logement, je travaille dans une centrale au charbon. Je suis travailleur et je n'ai que cet emploi-là. Si vous me fermez ma centrale au charbon, qu'est-ce que je vais devenir? Donc il faut offrir un emploi en compensation. Donc une politique écologique, ce n'est pas simplement de dire voilà ce qu'il faut faire pour l'écologie, c'est comment j'accompagne toute la société vers des choix respectueux de l'environnement et écologiques. Et ça, c'est une politique globale. Et après, il y a l'éducation. Dans les SVT, on apprend quand même ce que c'est que le réchauffement. Et c'est important que vous en soyez conscient, parce que Donald Trump, lui, il pense qu'il n'y a pas de réchauffement. Et il n'est pas le seul. Il ne le fait pas simplement pour protéger l'industrie pétrolière américaine, je pense que ça compte quand même. Mais il le fait parce qu'il pense, comme d'autres, qu'il n'y a pas de réchauffement. Ou s'il y a un réchauffement, il n'est pas produit par le comportement humain, c'est l'évolution. Donc il faut aussi que sur le plan scientifique, sur le plan éducatif, il y ait des connaissances qui soient données. Parce que là aussi, le complotisme, c'est de dire, bah oui, mais c'est vous qui dites qu'il y a du réchauffement pour empêcher les pays en développement
d'avancer, ou vous faites ça pour contraindre les plus pauvres à accepter un mode de vie qui n'est pas le leur, etc. Donc il faut expliquer ce que c'est que le réchauffement. Et moi-même, quand je suis arrivé à l'Élysée, bien sûr que je pensais qu'il y avait réchauffement, mais j'ai demandé à réunir les plus grands scientifiques et d'y passer tout le temps nécessaire. Ils m'ont montré tous leurs travaux, leurs cartes, etc. Je suis sorti de là, pas affolé, parce que je ne m'affole pas, mais quand même inquiet. Donc si on ne fait rien, voilà ce qui peut se produire. C'est toujours la même chose. Si on ne fait rien, voilà ce qui peut se produire. Donc il faut faire quelque chose. Et à chaque étape, montrer que si on ne faisait rien de plus, qu'est-ce qui se passerait? C'est comme ça qu'on va arriver. Ce n'est pas un accord une fois qui va régler le problème. C'est une continuité, un suivi de ces questions. Mais c'est vous qui allez avoir la responsabilité de ça. Parce qu'on disait toujours c'est pour les générations futures. On dit ça quand on pense qu'on va vivre longtemps. Mais à un moment, c'est vous qui êtes concernés par le sujet. D'ailleurs, vous l'avez montré, vous êtes mobilisés. Et alors là aussi, on se demande quelle est la pression des peuples. Il y a des chefs de gouvernement, des chefs d'État dans le monde qui ne sont pas des démocrates. Il y en a beaucoup qui ne sont pas des démocrates. Et puis même parmi les démocrates, il y en a beaucoup qui ne sont pas parfaits. Donc, la pression de l'opinion, la pression des jeunes, c'est très important. Aucun gouvernement, même le plus autocratique, ne peut ignorer la pression d'un peuple, la force d'un peuple. Quand les jeunes sont... Pourquoi les Chinois, le dirigeant chinois, qui sont parmi les plus polluants, enfin pas eux tout seuls, mais la Chine, un des pays les plus polluants, qui émet le plus avec les États-Unis de gaz à effet de serre, pourquoi à un moment la Chine a décidé de signer l'accord de Paris? Eh bien, le président Xi Jinping l'a parfaitement expliqué. Il le dit, parce que sinon c'est invivable en Chine. Et quand c'est invivable, ben les gens, ils manifestent, ils protestent, ils contestent. Donc tout gouvernement est forcément sous la pression de son opinion publique. Et donc c'est vous l'opinion publique. Merci Monsieur le Président pour votre réponse. On a donc évoqué des éléments de votre quinquennat, notamment un cap de votre quinquennat, donc la COP21. Et il est important finalement de revenir à vos motivations, à vos inspirations. Et je laisse la parole à Hugo pour cette question. Bonjour Monsieur le Président, je m'appelle Hugo Lichet, je suis interminé. Je suis pas membre du CDL. Pour revenir sur vos expériences personnelles, on se demandait quelles ont été vos motivations pour devenir président. Est-ce que vous avez des regrets quant à votre mandat aujourd'hui? Quand j'étais lycéen, je ne m'étais pas dit je vais devenir président. Je n'avais pas demandé à mes enseignants est-ce qu'il y a une classe où on prépare les présidents? Ça n'existe pas, heureusement. J'avais, comme lycéen, des convictions que je forgeais au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire du temps du lycée. C'est un temps passionnant, le lycée. On s'en rend compte après qu'on l'ait quitté, en disant c'est des belles années, les lycées, parce qu'on apprend et on se forme comme citoyen. C'est l'exercice qu'on fait aujourd'hui. On devient citoyen au fur et à mesure. Et on commence à avoir des convictions qui ne sont plus celles de ses parents, plus celles de ses amis, ce sont les siennes, les nôtres. Et donc, on essaye de comprendre le monde et de vouloir le changer, heureusement. Donc, quand j'étais lycéen, j'avais des convictions. Et je pensais qu'elles pouvaient trouver leur traduction dans la vie politique. Mais la vie politique ne correspondait pas forcément à ce que j'attendais. Donc, je me suis engagé dans les partis, dans un parti, et ensuite j'ai été élu comme député dans un département, vous connaissez, qui produit des présidents, la Corrèze. Donc, mais la première fois que je me suis présenté en Corrèze, c'était contre Jacques Chirac. Je n'avais pas choisi forcément le meilleur adversaire, mais enfin le plus facile à battre. Mais je m'y suis installé, et puis après, on a pu cohabiter, si je puis dire. Et j'ai aussi découvert ce que c'était que la fonction d'élu, de représenter les autres. C'est pour ça que j'insiste beaucoup là-dessus. C'est important qu'il y ait des représentants
de ceux qui vont parler au nom des autres. C'est ça qui me donnait cet engagement. Puis ensuite, je suis devenu chef de parti, du Parti socialiste en l'occurrence, et donc lorsque l'élection présidentielle de 2012 s'est présentée, je pensais que j'étais le mieux à même de pouvoir être le candidat de ce parti. Donc j'ai été désigné, je suis devenu président. Ensuite, est-ce que les choses se passent comme on l'avait prévu? Non, bien sûr que non. Parce qu'il y a des crises qui surgissent. J'ai évoqué la crise des réfugiés, la crise terroriste. Il y avait déjà la crise économique. Donc je n'ai pas pu faire tout ce que je pensais devoir faire. Et puis, il y a des choses que l'on fait qu'on ne fait pas forcément au bon moment. Il y a des débats qui traînent. Donc j'ai forcément des regrets. Mais on ne vit pas avec des regrets. On vit toujours avec des projets. Alors, on peut dire, mais vous n'êtes plus président, quels sont vos projets? Les projets, c'est de faire justement ce que je partage avec vous, c'est-à-dire de transmettre ce que je peux savoir. Et de vous dire que c'est important de vous engager vous-même. Pas forcément dans des partis, comme mais de vous engager pour essayer de changer ce qui se passe et de le faire collectivement. Tout à l'heure, on a parlé de l'Europe, c'est le même sujet. Qu'est-ce qu'on peut faire mieux ensemble que séparément? Sur le plan de l'action, c'est quand même vrai. On peut être plus fort ensemble. Et moi, je reste convaincu de cette évidence. Vous avez répondu à la dernière question. Mais on va laisser poser la dernière question quand même. Qui devait la poser? Allez-y. Bonjour Monsieur le Président, je m'appelle Axel Filippo, je suis élève en terminale scientifique et nous allons savoir quels sont vos futurs projets. Voilà. Je vous remercie d'avoir posé cette question. D'abord, être ancien président ne correspond pas à une fonction. Il n'est pas inscrit dans la Constitution qu'une fois quitté l'Élysée, un ancien président doit aller dans les établissements scolaires pour parler de l'Europe. Ce qui est inscrit dans la Constitution, c'est qu'un tout président qui sort de l'Élysée, donc tout ancien président, siège de droit au Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel, c'est l'organe prévu par la Constitution qui vérifie la conformité des lois votées par le Parlement à la Constitution. Donc on avait pensé, quand le général de Gaulle a écrit la Constitution en 1958, que les anciens présidents pourraient être des membres de droit permanent donc, du Conseil constitutionnel, qui est composé de 9 membres, en plus des anciens présidents. Moi, j'ai considéré que ce n'était pas ma place d'aller au Conseil constitutionnel. Pourquoi? Parce que j'avais dirigé la France ces dernières années et je n'allais pas être juge de la conformité des lois que l'on avait pu faire voter, alors même que j'avais été partie prenante. Et puis, je voulais garder ma liberté de parole. Or, si j'étais devenu membre du Conseil constitutionnel, je n'aurais pas pu m'exprimer comme je l'aurais souhaité devant vous, devant d'autres. C'est pour ça que je n'ai pas voulu siéger dans cette instance. Alors, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Donc, j'ai pris la présidence d'une fondation qui soutient les innovations sociales, tout ce qui peut changer la vie concrète des individus, des gens, grâce à la solidarité, mais grâce aussi au numérique, parce qu'en fait, le numérique peut aussi permettre de démultiplier des actions de solidarité. On le voit bien, des applications qui peuvent servir à beaucoup. Donc ça, je soutiens ça financièrement. Et puis, pour le reste, j'écris des livres et je parle. Quelquefois, on ne veut pas m'entendre, donc je reste silencieux. Je parle quand je pense que c'est nécessaire de parler. Je ne le fais pas systématiquement. Je n'ai aucun regret au sens... Bien sûr que j'ai des regrets sur ce que je n'ai pas pu faire, ou pas complètement, ou pas aussi bien que je l'aurais souhaité, même si je ne suis pas là pour faire le panégyrique de mon action. Mais je n'ai pas de regret au sens d'avoir été président. Pour moi, ça a été un honneur, une charge, bien sûr, une épreuve dans les circonstances qu'on a connues, mais une consécration, un destin. Donc je n'ai pas l'idée... Il faut absolument que je redevienne président à tout prix, sinon j'aurais raté ma vie. Non. D'une certaine façon, j'ai réussi, pas moi, mais collectivement, à
permettre à la gauche de venir aux responsabilités du pays. Bon, ça, donc je n'ai pas à vouloir absolument le faire pour moi-même. C'est à d'autres maintenant de s'y consacrer. Voilà ce que je voulais vous dire, mais vos questions, c'est la dernière, hein, je peux conclure. Alors, moi, je voulais vous remercier pour la qualité de vos interventions. C'est pas facile de s'exprimer. Hein, avec un papier ou sans papier, c'est pas facile de s'exprimer. Ne pensez pas que ça vous concerne. Quand j'ai été pour la première fois député, vous n'étiez pas né, c'était en 1988, donc à l'époque, à l'Assemblée nationale, il y avait des questions d'actualité. Maintenant, ça s'est un peu perdu, personne ne les regarde. Et alors, donc, c'était des députés qui avaient été élus dans leur circonscription. Quelquefois, ils étaient élus depuis des années, et ils posaient une question à un ministre, comme vous l'avez fait avec moi. Alors, ils avaient des antisèches. Ils mettaient dans le dos du voisin, celui qui était là, la question, où ils mettaient parce que c'est pas facile de s'exprimer devant les autres. Parce qu'on croit toujours qu'on va être moqué, on va être interrompu, donc c'est jamais simple. Et le rôle du lycée, c'est aussi de vous permettre de vous exprimer, de prendre la parole, d'être sûr de vous autant qu'on peut l'être. Parce que le risque, c'est qu'on vous interroge, alors, qu'est-ce que c'est exactement le modèle social? Bon, alors, à ce moment-là, il ne faut pas avoir peur de ça. Mais, donc, c'est très important de pouvoir vous exprimer et de poser une question, celle que vous avez vous-même préparée. On est bon que si on a soi-même l'idée de poser la question. Et donc, je vous félicite pour la qualité de votre expression. Je vous félicite aussi pour les interpellations que vous avez voulu évoquer dans cette séance. Et je félicite le conseil de la vie lycéenne de m'avoir invité, déjà, hein, parce que c'est vous qui m'avez invité, et de m'avoir permis de partager avec vous mon expérience, et en souhaitant que maintenant, vous puissiez avoir de belles ambitions pour vous-même et pour le pays. Merci à tous.